Alors, on attaque la montée pour découvrir le palais des évêques à Saint-Lizier, mais par où tu me fais passer? Là, je te fais passer par les jolies rues de la Cité. Là, on est vraiment dans le cœur de Saint-Lizier. Et on va passer par la plus belle rue qui s'appelle le Carré de Bourrassou. Voilà. Donc ici, les rues portent le nom de carré. Souvent, ça vient de l'ancien dialecte, le gascon, qui est utilisé dans le sud-ouest de la France. Pour découvrir ce haut lieu du patrimoine ariégeois, Pauline, férue d'art et d'histoire, retrouve sa consoeur Nathalie Rouche, guide conférencière à l'Office du tourisme de Saint-Lizier. Là, c'est un palais du XVIIe siècle que l'on doit à Monseigneur de Marmiès, qui a fait bâtir par les mendiants de la cité pour leur donner du travail. D'accord. Le palais des évêques est un ensemble architectural qui s'appuie sur des remparts gallo-romains du IIIe siècle. De sa terrasse, il offre une vue imprenable sur la région. Et c'est assez récemment que sa basilique, la cathédrale de la Cède, a révélé un secret. Pour le découvrir, vous devrez, comme Pauline et Nathalie, lever la tête. C'est un petit coup de chance puisque c'est à la faveur de la restauration des boiseries du chœur qu'on a découvert par hasard des peintures dissimulées derrière les boiseries très anciennes. C'est d'ici qu'on a la plus belle vue sur les voûtes et sur les peintures. Ça a été retrouvé dans les années 1990. Il y avait quand même 6 couches d'enduit qui les cachaient. Et à l'arrière, on a vu donc des peintures apparaître. Et il y a eu plusieurs travaux de restauration. Et ça a terminé dans les années 2000 et on a pu mettre à jour tout ce décor. On l'appelle aussi la chapelle Sixtine de l'Ariège. Celle que je préfère, c'est la Sibylle de Cumes qui tient dans sa main une jolie fleur. Elle est très belle et elle nous fixe au premier regard. Ouais. Ce décor Renaissance sur les murs et les voûtes de la cathédrale fut commandé par Jean d'Aula, évêque de Couserans, de 1475 à 1515, puis recouvert au fil du temps. 2 longues campagnes de restauration qui s'achevèrent en 2010 furent nécessaires pour lui redonner toute sa splendeur. Je suis venue à plusieurs reprises quand il y avait les restaurateurs, donc grimper aux échafaudages, c'est ce que je préférais. Et c'était très bizarre, c'est vraiment fait pour être vu depuis en bas, quoi. C'est les techniques de trait, donc c'est vraiment fait pour être visible de loin. On voit un ensemble harmonieux, mais de près, ça va nous paraître assez grossière. Oui. Ouais. C'est maintenant vers la seconde cathédrale de Saint-Lizier que Pauline et Nathalie nous entraînent. Un édifice qui lui aussi cache un véritable trésor. Un cloître roman et ses élégants chapiteaux de pierre taillée. On a très peu de scènes bibliques. On a ici, par exemple, un bestiaire. On a 2 animaux qui s'affrontent. Et regarde le détail du pelage, c'est vraiment grandiose. Les colliers, les poils, les petites oreilles. Ouais, les griffes, les dents acérées. Alors, sans doute des chiens ou des loups, mais c'est vrai que dans la région, on a tendance à dire que ce sont des ours. Édifié en plusieurs périodes au XIIe siècle, ce préau est une invitation au voyage vers le Moyen-Âge et surtout la sérénité. Autre curiosité, et pas des moindres, installée dans le bâtiment attenant au cloître, la pharmacie de l'Hôtel-Dieu. On va découvrir un lieu qui a été miraculeusement préservé. Oui, on va visiter l'ancienne pharmacie du 18e. Tu vois, la clé est encore d'époque. Oui. Alors c'est toujours aussi extraordinaire quand je viens ici parce que c'est vrai que c'est un miracle d'avoir une pharmacie du XVIIIe siècle intégralement conservée avec tous les pots en faïence qui contenaient les onguents et les potions, c'est quand même... Ah oui, c'est un vrai trésor. Si tu regardes, il manque aucun pot, aucune bouteille. Une officine où le temps semble s'être arrêté. Sur les rayonnages de bois au ton ambré, des pots peints au nom des élixirs guérisseurs. Et il y a des pots avec des potions assez surprenantes, je crois, qu'il y a un élixir de longue vie quelque part. Oui, alors l'élixir de longue vie, il est ici, c'est le pot que tout le monde souhaite avoir à la maison, mais bon, rien de miraculeux, c'était tout simplement un fortifiant. D'accord. Voilà. On a des choses aussi un peu plus surprenantes. On a l'huile de chien, c'est le pot le plus photographié de la pharmacie.
C'était le remède pour soulager les sciatiques qui était fait à base de petits chiots. D'accord. Voilà, qu'on mettait à macérer dans de l'huile. C'est affreux cette histoire. J'espère que ça n'existe plus. Non, ça a disparu, heureusement. Souffreteux ou non, ne manquez pas de visiter cette officine lycéroise et marquez un arrêt devant le matériel chirurgical de l'époque qui laisse imaginer le pire. Mais il en faudra plus à Pauline pour lui couper l'appétit. C'est à Saint-Giron, la capitale du Couserans, que Pauline presse le pas pour un rendez-vous. Gourmand cette fois. Ça sent bon. Allez Pauline, le tablier et puis les cheveux attachés s'il te plaît. Merci. Voilà, et on va attaquer. Dans les cuisines de cette pâtisserie, Pauline retrouve une figure de la gastronomie locale, Martine Crespo, la spécialiste de la croustade. Alors, je vais pas te demander de révéler les secrets de ta pâte parce que je sais que Alors, c'est propre à chaque famille presque. mais je peux te donner la recette, hein, tranquille. D'accord. Ça C'est le m'étonnerait. coup de main qui fait tout. Ouais, ça m'étonnerait que tu arrives à faire pareil. Hein. C'est tout un tas de petits détails. Et c'est la somme de ces petits détails qui font le produit. Rien d'autre. C'était quelque chose qui se faisait exclusivement dans les familles, pour les fêtes. Voilà, ça se faisait dans les familles pour les fêtes, donc ça se faisait uniquement 2 fois par an. Ce qui se passait, c'est que les familles où il y avait des paysans, donc dans ces familles-là, tu avais toujours un four. Et les familles comme moi, où c'était des familles ouvrières, on n'avait pas de grand four. Donc le boulanger du village consacrait sa journée du vendredi à faire cuire les croustades du village. La croustade, en occitan crostada, comprenez croûter, est une fine pâte feuilletée qui enveloppe en dessous et au-dessus des fruits frais sucrés. Elle est depuis toujours un incontournable des fins de repas ariégeois. La souplesse et la finesse de la pâte, c'est extraordinaire. C'est presque transparent et pourtant elle se brise pas, elle se troue pas. Non, elle est très souple. C'est quasiment du tissu. On va couper la pâte, elle va se souder le dessus et le dessous. Ah bah, il n'y a plus qu'à enfourner. Voilà, impeccable. Et voilà. 20 minutes plus tard, c'est l'heure de la dégustation. La croustade, ça se mange avec les doigts, mais aussi, est-ce que tu connais la Georgette? Mais bien sûr, je connais la Georgette. Ça, c'est vraiment le couvert qui a été créé juste à côté d'ici, à Saint-Lizier, qui a la forme d'une pâte d'ours. On peut piquer, on peut couper. Ça va être parfait pour notre croustade. La Georgette, ce couvert hybride, mi-cuillère, mi-fourchette, médaillé d'or au concours Lépine en 2016, a déjà été adopté par tous les grands chefs. Autre décor, autre rendez-vous, bucolique cette fois. C'est dans la vallée de Betmal que Pauline retrouve ceux qu'on appelle les princes noirs d'Ariège, les chevaux de Mérins, et un éleveur, Jean-Louis Savignol, pour une transhumance. Les Mérins, c'est quand même des chevaux super bien adaptés à la montagne. Le fait de leur faire faire la transhumance, ou le montagnage qu'on appelle en Ariège, ça leur permet d'avoir un pied sûr. Et ils sont dans des territoires hyper escarpés, donc ça les aide vraiment à prendre confiance et après se déplacer n'importe où. Donc là, on est monté sur des zones complètement difficiles, très glissants, très pentus. On a fait des descentes avec eux sur les fesses, comme en ski, quoi. Ils godillent sur le... C'est vrai? Ah ouais, c'est extraordinaire. Ah ouais. C'est vraiment une race typique. Hein. Alors c'est le cheval par excellence d'extérieur de montagne. On s'en va! Tu vois, ça part pas au galop, hein. Ils sont nazes, hein. Ils sont fatigués, ils ont mal aux pieds. Ça va nous faire une transhumance tranquille. Là. Lui, il a les sabots nus. Oui, ils sont tous sabots nus. On va regarder les cornes, tu vas voir, regarde. On va lui demander, voilà, regarde. Tu vois, ils avaient 2,5 cm de cornes il y a 5 jours. Voilà. Donc là, ils sont vraiment sur la sole, quoi. Il est temps d'arriver. C'est aujourd'hui la dernière étape de cette transhumance, une migration de 70 km qui va mener les Mérins jusqu'à 1800 mètres d'altitude vers les sommets des montagnes ariégeoises. Pauline, Jean-Louis et quelques passionnés accompagnent le troupeau dans les alpages, où les bêtes vont profiter des pâturages de montagne et de leurs ressources fourragères. Ah, l'Ariège, c'est beau, hein. Il suffit juste de prendre le temps pour la voir. Là, c'est un bon rythme. C'est génial. Tu découvres une région au rythme des animaux.
Voilà. Elle est pas belle, la vie, hein? C'est vrai que là, c'est parfait. Hein. Que vous soyez piètre cavalier comme Pauline, qui aura préféré marcher aux côtés des Mérins, ou émérite, sachez que vous aussi, vous pouvez en Ariège suivre la transhumance des chevaux, mais aussi des moutons ou des bovins. L'occasion de belles fêtes et de promenades inoubliables. En contrebas de cette vallée de Betmal, Arrête, un petit hameau d'une centaine d'âmes. C'est ici que Pauline va retrouver le dernier ariégeois qui perpétue un savoir-faire pourtant traditionnel de la région, un artisan sabotier. Bonjour Pascal. Ah, bonjour Pauline. Dans quoi tu t'es lancé aujourd'hui? Voilà, j'ai des sabots à finir pour des jardiniers. Donc, D'accord. puisque c'est le grand boom du sabot en bois pour les jardiniers aujourd'hui. C'est des gens qui abandonnent les sabots en plastique pour venir à des choses plus saines comme le bois, puisque c'est ce qui protège le mieux contre le froid et l'humidité. D'accord. Et là, c'est pas fini du tout, hein. Il reste beaucoup de travail, de finition intérieure, de ponçage, de vernis, de gravure. Il faut des heures de travail à Pascal pour modeler, tailler une paire de sabots. Une fois la forme extérieure sculptée au parroir, c'est avec une cuillère, un outil tout aussi traditionnel, que Pascal crée la forme intérieure de la chaussure, élimine les irrégularités pour la rendre confortable. Moi, la dernière fois que j'en ai mis, j'avais 4 ans pour la crèche vivante à Pointe-Isinard. Et c'était laborieux pour traverser l'église. Hein. Bon, C'est-à-dire que je les perdais, quoi. Ah ouais. Mm. Ah ben s'ils n'étaient pas adaptés. Souvent, les gens, ils récupèrent des sabots. Ouais. Que ce soit dans un vide-grenier ou ceux du grand-père. Mm. Et puis, ils n'arrivent pas à les mettre, évidemment, donc ça leur fait mal aux pieds. Mm. Et ils gardent cette image du sabot, alors que les sabots, c'est personnel. Il faut acheter sa paire de sabots qui soit bien réglée à son pied. Et il n'y a D'accord. pas de souci. Hein. Bon, j'en essaierai une paire avant de partir, alors. Oui. Mais dans l'atelier de Pascal, on trouve également de drôles de sabots, à longue pointe, du nom de la vallée, les sabots traditionnels de Betmal, uniques au monde. Je me demandais si réellement les gens les portaient ou si c'était uniquement pour le symbole, quand on offrait les sabots au moment des mariages. Et il est porté donc pour les grandes occasions. Le jeune berger Betmollet devait offrir à sa future épouse, le soir de Noël, une paire de sabots à longue pointe. On disait que plus la pointe était longue, plus l'amour était grand. Ça, c'était la tradition. Oui, alors que, bon, moi, si on m'offre une paire de sabots comme ça, je pars en courant, parce que l'histoire, c'est quand même pour rappeler La légende, ouais. la légende de Betmal. C'est terrible, cette histoire des sabots de Betmal, quand même. Une légende qui raconte qu'au Moyen-Âge, un berger de la vallée, trompé par sa promise, aurait décidé de se venger en taillant ses sabots à longue pointe pour y embrocher les cœurs sanguinolents des deux amants. Mais pour des sabots plus utilitaires, c'est sa propre signature que Pascal grave sur le haut du sabot, un épi de blé. C'est sympa, ça donne une jolie finition. Ah oui, oui. Très joli. Bravo. Le gauche et le Voilà. droit. 37, c'est ma taille. Hein. Ah, tu vas Les pouvoir essais les essayer alors. Je repars avec, si tu veux. Ouais, Ouais, impec. comme Cendrillon. C'était des chaussures de verre, c'était pas des chaussures de bois. Alors, comment tu t'y sens? Écoute, très bien. Non, on est bien, hein. Je pensais pas que ça tenait autant aux pieds et que c'était aussi léger. Je fais le défilé. Non, c'est chouette. Bon voilà, ça c'est vendu. Oui, écoute.